raconte. Christophe Ondelatte. Je vous emmène aujourd'hui à la recherche du tigre de Tasmanie, sur les pas d'une exploratrice qui s'appelle Sarah Marquis, qui publie chez Michel Lafon le récit de sa dernière aventure, J'ai réveillé le tigre. Un mot avant de se lancer dans l'histoire. La Tasmanie n'est pas un pays mythique, c'est une île qui existe vraiment, une île-État située au large de la côte sud de l'Australie. Sarah va-t-elle trouver le tigre de Tasmanie, une espèce réputée disparue? Voici son histoire que j'ai écrite avec Christophe Dumazer. Réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Avant de vous embarquer avec Sarah sur les chemins de Tasmanie, il faut que je vous la présente. Sarah est suisse. Au moment où commence cette histoire, en 2018, elle a 46 ans. Depuis l'âge de 20 ans, elle marche à pied autour du monde. En 25 ans, elle a parcouru 44 000 kilomètres à pied, l'équivalent d'un tour du globe, avec un sac de 30 kilos sur le dos. Et le soir, elle plante la tente. D'où ça lui vient? Sarah raconte que quand elle est petite, vers ses 8 ans, elle n'a pas d'argent de poche, alors elle se met à ramasser les limaces dans le potager de ses grands-parents, les méchantes limaces qui mangent les légumes. Pour 100 limaces ramassées, son grand-père lui donne 1 franc suisse. Et quand elle a 8 francs, elle court acheter le National Geographic, le magazine américain, la Bible des aventuriers. C'est comme ça qu'elle attrape le virus, et depuis, ça ne s'est jamais plus arrêté. Et la voici à l'été 2017, chez elle, dans les Alpes suisses, en plein entraînement. Ça fait 3 heures qu'elle marche, avec un énorme sac à dos. Et vous savez ce qu'il y a dedans? Il y a des bûches de bois. Ce matin, elle en a mis 3 de plus. Ça lui fait 21 kilos sur le dos. Et demain, ou après-demain, elle en rajoutera encore 2 ou 3, jusqu'à atteindre 35 kilos, sans forcer. C'est comme ça qu'elle se prépare. Elle s'arrête. Elle pose son sac, elle sort une orange, la vue est magnifique. Et à voix basse, elle dit comme à chaque fois, « Merci, merci ». Et elle redescend la crête rocheuse qu'elle a gravie en se disant, « Je ne suis pas prête, je ne suis pas encore prête ». Mon animal intérieur se réveille lentement de sa longue sieste. À chaque retour d'expédition, il se roule en boule, il se met à somnoler. Mais là, il est déjà aux aguets. Il sent que quelque chose se prépare. Et qu'est-ce qui se prépare? La prochaine expédition de Sarah s'appellera The Edge of the World, le bout du monde. Sarah veut aller à la recherche du tigre de Tasmanie, le thylacine. Enfin, s'il en reste un, parce que rien n'est moins sûr, hein. Le dernier tigre de Tasmanie serait mort en 1936 dans un zoo de Hobart, en Tasmanie, une île au sud de l'Australie, l'une des terres les plus sauvages du monde. Officiellement, l'espèce est éteinte. Mais des fermiers, des marcheurs, des cyclistes en Tasmanie, dont certains, portés sur la bouteille, prétendent qu'ils en ont vu. Mais aucun n'a réussi à prendre de photos. Ils disent qu'il en reste, mais ils n'apportent aucune preuve. Et Sarah s'est mise en tête d'élucider le mystère. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce tigre de Tasmanie, s'il en existe encore? Il a un corps de tigre, mais il a des ancêtres marsupiaux. Et donc, les femelles ont une poche pour porter les petits, comme les marsupiaux. Et surtout, le tigre de Tasmanie a une gueule énorme, une gueule qui s'ouvre à 180 degrés. Et parce qu'il décimait les troupeaux de moutons, il a été exterminé. Au début du XXe siècle, sur ordre du gouvernement, par des chasseurs de têtes, grassement récompensés. Après sa préparation dans les Alpes suisses, Sarah Marquis débarque en Tasmanie en janvier 2018. Elle y est déjà venue, quelques mois plus tôt, pour préparer, pour se renseigner. Elle est allée au musée de Hobart, elle a rassemblé des informations, des cartes, des bouts d'histoire. Elle a acheté des livres. Et à partir de maintenant, elle se donne 1 mois pour mettre en place toute la logistique de son expédition. Et enfiler, comme elle dit, son habit de combat. Elle
doit notamment préparer 3 mois de nourriture d'avance. Sarah est végétarienne. Elle a fait le choix d'emporter des fruits et des légumes déshydratés. Alors elle achète des carottes, des courgettes, des herbes, du fenouil, des pommes sur le marché. Elle dégote une machine à déshydrater et elle met tout ça en sachet. Avec tout le matériel, son sac pèse 30 kilos. Et elle rajoute 5 kilos pour un pack raft, un petit raft gonflable. Et la voilà enfin prête. Comme une fois de plus, Sarah va s'engager dans une région sauvage et inviolée, le sud-ouest de l'île de Tasmanie, elle va en profiter pour faire des prélèvements scientifiques pour un organisme australien qui s'intéresse à la biodiversité. Le responsable lui dit « Tu sais, tu vas passer par là où très peu d'humains ont mis les pieds. Tu as une chance inouïe. Oh, j'aimerais tant venir avec toi. Tu vas aller à pied là où personne ne s'est aventuré. Reviens-nous entière, hein ? Ok ? » À quelques heures du grand départ, Sarah regarde son corps dans la glace. Ça va. Il est solide, musclé, enrobé de 7 kilos supplémentaires que j'ai intentionnellement pris avant mon départ. Mon corps, je lui suis reconnaissante, hein. Je suis fier de lui. Il faut être bienveillant avec son corps. Il faut lui envoyer de l'amour. Les gens traitent leur corps comme un esclave. Moi, je lui parle. Surtout mes jambes, je les remercie après une longue journée d'efforts. Le jour du départ, un 4x4 amène Sarah sur la pointe la plus au sud de la Tasmanie. Elle est euphorique. Elle enfile son sac, oh qu'il est lourd. Mais son corps va s'habituer, elle le sait. Pendant 10 jours, pour lancer ses jambes, comme elle dit, elle emprunte un sentier qui suit la côte, sans se presser. Elle doit d'abord comprendre ce nouveau décor, l'apprivoiser. Que c'est beau, une plage de sable fin qui s'étire sur des kilomètres, l'océan qui vient s'y fracasser, et à côté, un mur végétal avec des mastodontes centenaires, la forêt primaire. Elle se sent comme un grain de sable à ses pieds. Est-ce qu'elle va être à la hauteur ? En fin d'après-midi, le ciel devient bas et gris. Sarah décide de se mettre à l'abri et elle se colle à la forêt. Et là, la pluie arrive, violente. Mais ne croyez pas qu'elle court se mettre à l'abri, non. Elle pose son sac, elle s'assoit sous la pluie, les yeux fermés, et elle dit « Merci, merci ». Dans les jours qui suivent, Sarah s'enfonce à l'ouest. Avant de partir, elle a fait des recherches sur cette zone. Les rares informations qu'elle a pu récolter datent du début du siècle dernier. Pas de traces d'activité humaine, pas de ligne électrique, pas de vieilles lignes de chemin de fer, rien. Juste rien. Elle cherche, elle observe cet écosystème qu'elle ne comprend pas encore. Et elle tombe sur un arbre familier, le banksia, c'est l'un de ses arbres préférés. Un arbre à l'allure préhistorique et qui fournit un nectar sucré, le dessert du bush. Pour y accéder, Sarah se ferait un passage entre les branches, elle aspire le jus, à même la fleur. Jamais elle ne coupe la fleur, parce qu'elle sait que la nuit venue, elle se recharge. Quant à l'eau qui coule au pied des arbres, elle n'est pas très attirante, elle n'est pas limpide, loin de là. Elle est brune, rougeâtre, foncée. C'est à cause de la macération des feuilles qui tombent des arbres. Mais elle est saine, hein. Elle est pure. Elle est pleine de vitalité. Sarah progresse dans un enfer vert, avec des branches dans tous les sens, des toboggans de boue, des flaques. Elle glisse, elle se rattrape, elle tombe, elle avance. Ce matin, la pluie est timide, mais le vent a forci. Et la température a chuté. Sarah se couvre de la tête aux pieds avec son Gore-Tex, et elle arrive face à un détroit, le détroit de Narrow. Elle pose son sac, elle monte sa tente, et elle va s'asseoir sur un rocher pour observer l'étendue d'eau qu'elle doit traverser. Les courants, la direction des vents. Elle avait prévu de traverser avec son raft, mais ça ne va pas être possible. La mer est trop forte, beaucoup trop forte. Mais sur la rive, il y a une barque, une grosse barque très lourde.
La civilisation n'est pas loin, et elle connaît la règle. De l'autre côté, il y a forcément une deuxième barque. Si elle traverse avec cette barque, elle devra la ramener avec la deuxième barque, et ensuite retraverser. Elle plie sa tente, elle enfile son legging de compression qui colle à la peau, ce sera plus facile de nager si elle tombe. Elle fait glisser la barque, et elle se glisse dessus. Et à la rame, elle s'élance dans le passage. Et arrivée à peu près au milieu du détroit, la barque devient une coque de noix. Et avec ça, beaucoup de vent. Mais ouf, la voilà de l'autre côté. Et là, elle monte sur la deuxième barque et elle remorque la première. Cette deuxième traversée est plus difficile. Le vent a forcé. Et elle revient à son point de départ. Elle dépose la première barque et elle va pour repartir. Et à ce moment-là, un bruit de moteur, un bateau qui sort de nulle part avec deux gros moteurs. « Bouge pas, je te remorque !» Le gars lui jette une corde, elle grimpe sur son bateau et elle se retrouve dans son legging noir moulant au milieu de 6 personnes. Des touristes. « Hey, je m'appelle Jude et toi ? Je m'appelle Sarah. D'où tu sors avec tes touristes ? On a un tour organisé. On arrive en avion et puis on fait des petits tours en bateau rapide. Et moi, j'arrive pas de la planète Mars, comme semblent le considérer tes clients. Je suis exploratrice. Et tu vas où comme ça ? Tu rentres quand ? Jude, tu pourras pas me suivre. Oublie. Ce soir-là, Sarah plante sa tente dans une forêt magnifique, protégée du vent et de la pluie. Elle trouve une source d'eau douce cachée sous les fougères. Et la nuit n'est pas encore tombée, elle est déjà dans son sac de couchage, exténuée, inerte, avec une douleur à l'épaule droite qu'elle décide d'ignorer. Les jours suivants, il pleut beaucoup. Et Sarah a mal à l'épaule. Elle est à nouveau dans la boue, et soudain, elle le sent. Elle s'arrête, immobile. Elle n'en croit pas ses narines. L'odeur du tigre, forte, musquée. On ne peut pas passer à côté. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'elle connaît l'odeur d'un tigre qui a disparu ? Eh bien, elle l'a lu. Elle a lu les récits de ceux qui l'ont vu. Et notamment des récits de vieux bushman vers la fin du 19e siècle. Ils ont parlé de l'odeur. Et ils ont aussi écrit que le tigre ne se montrera pas, qu'il la suivra pendant des jours, qu'il l'observera. Près du ruisseau en contrebas, Sarah cherche des traces. Rien. Quelques semaines plus tard, Sarah installe sa tente à l'endroit même où a été capturé le dernier tigre de Tasmanie, celui qui est mort au zoo de Hobart en 1936. Il reste une cabane. Elle y trouve des vieux journaux de 1954, une vieille gamelle. Qui a pu entretenir cette cabane depuis tant d'années ? Le lendemain, Sarah vient de franchir un pont délabré. Elle se dit, tiens, je vais pêcher. Elle est en train de préparer sa ligne. Elle a un fil entre les dents. Et soudain, elle entend un raffut du côté du vieux pont. Elle lève les yeux et elle voit un grand oiseau qui bat des ailes pour échapper à un poursuivant. Et le poursuivant, elle le voit nager dans l'eau. Elle ne voit que sa tête, ça dure quelques secondes. Elle est trop loin, elle n'a pas vu les détails. Qu'est-ce que c'était ? C'était quoi cette grande tête ? Un chien égaré ? Peu probable. Un dingo ? Il n'y en a pas en Tasmanie. Ça n'était pas non plus un kangourou, ni un wombat, ni un diable. C'était un tigre. C'était un tigre de Tasmanie, elle en est sûre. Mais elle non plus. Elle n'a pas pu prendre de photos. Le soir, elle lui envoie un message. Je t'ai aperçu aujourd'hui. Ça me réchauffe le cœur de te savoir proche et en vie. Je suis sur ton territoire, mais je m'en vais au lever du soleil. Bon vent à toi. Et à très vite, j'espère. Merci, merci. Ça fait 1 mois et demi que Sarah marche dans cet enfer vert.
Et là, elle a quitté la forêt, dense, pour un terrain défriché. Et elle fait face à un danger terrible. Les serpents tigres. Notechis cutatus, des serpents au sang froid, très venimeux, qui viennent chercher un peu de soleil. Elle vient d'en éviter 6, et elle en a vu une bonne 20 s'enfuir dans les forêts. Et à un moment, il y en a un roulé en boule, elle manque de marcher dessus, elle l'évite de justesse. Et ce soir, alors qu'elle s'est installée à flanc de montagne, ce sont les moustiques qui l'assaillent. De l'intérieur de sa tente, elle les entend. Et elle entend les kangourous autour qui martèlent le sol de leurs pattes arrière toute la nuit pour les éloigner. Il pleut tout le temps. Sarah a l'impression de moisir de l'intérieur. Et oui, c'est difficile pour le mental et pour le corps. Mais ça va s'arrêter un jour. Quand son moral est au plus bas, elle pratique la technique dite du salami. 5 minutes de pause toutes les heures. Et après 4 heures de marche, un arrêt plus long avec un thé. Et quand c'est vraiment très difficile, des pauses toutes les 30 minutes s'il le faut. Mais la règle d'or, c'est de ne jamais abandonner. Jusqu'ici, Sarah a régulièrement croisé le pas de l'homme. Mais maintenant, elle s'engage dans une partie de la Tasmanie inviolée. Un terrain escarpé, de buissons, de troncs, de rochers qu'il faut enjamber. Elle vient de monter sa tente. Un orage éclate. Le lendemain, elle plie sa tente sous la pluie et elle reprend sa marche dans un décor féerique. Un enchevêtrement de troncs, de branches, de rochers. Pour faire 100 mètres, l'effort est monstrueux. Et là, elle tombe sur des arbres fougères. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Des fougères ? Les fougères ont besoin d'un terrain aéré. Elle sort sa carte, son altimètre, son instinct lui dit qu'il y a un problème. Et son expérience lui a appris que son instinct ne la trompe jamais. Elle s'éloigne. Et là, elle s'aperçoit que la fougère cache une falaise, un pas de plus, et elle chutait. Et la voilà maintenant au milieu d'Anodopetulum biglandum lossum, un enchevêtrement de branches, de vrais fils de fer barbelés. Il n'y a qu'une seule solution, escalader ces arbres et passer par le haut. En fin de journée, Sarah laisse tomber son sac. Elle n'a plus une once d'énergie. Et là débarque un nuage de guêpes. Elle défriche quelques mètres carrés à la machette. Elle monte dardard sa tente détrempée. Et elle s'écroule. Dans ce parcours du combattant sans soleil, Sarah ne parcourt plus que 3 à 4 kilomètres par jour, en marchant du matin au soir. Elle est près d'une rivière. L'idéal serait de gonfler son raft. Elle a essayé. Il y a trop de rochers. Elle a chaviré. Ce matin, elle fait une nouvelle tentative. Et tout à coup, elle voit des bulles à la surface et elle voit surgir un ornithorynque, un mammifère avec un bec de canard. Elle n'en avait jamais vu d'aussi près. Merci, merci. Le soir, Sarah est en train de monter sa tente. Des sangsues lui escaladent les jambes. Elle se fait un thé, elle se prépare à manger. Et dans la nuit, elle est réveillée par un énorme bruit. Un bruit qui soulève le sol. Elle est là dans sa tente, immobile, l'oreille tendue. Et c'est le matin qu'elle comprend. Un arbre énorme, centenaire, est tombé à 100 mètres de sa tente. Et le lendemain, en marchant, elle en voit tomber un autre, comme un couperet. Elle est en train de jouer à la roulette russe. Elle hurle. « Ça suffit !» Elle a peur. Elle sait que ça la rend faible, mentalement et physiquement. « Madame la mort, je t'accepte quand tu voudras. Mais, en attendant, va donc renifler l'arrière-train de quelqu'un d'autre. Signé ton exploratrice préférée. » Sarah marche sur une crête. Et là, elle tombe sur un ravin tranché dans la montagne. Elle va devoir descendre jusqu'en bas, traverser et remonter. La pente est à pic.
Elle doit s'accrocher aux branches. Et soudain, la lèvre du ravin cède sous son poids, elle déclenche une avalanche de terre et de cailloux, et elle tombe. C'est la chute. Sarah se retrouve inanimée au fond d'un ruisseau. Et c'est l'eau glacée qui lui fait reprendre connaissance. Elle lève la tête, elle regarde au-dessus, et elle voit un tout petit triangle de lumière là-haut. Shit! Elle se lève, aïe! Elle a le bras qui pend, et une douleur violente sur tout le côté gauche. Une douleur qui lui fend le crâne, si intense qu'elle cligne des yeux. Elle a dû se déboîter l'épaule. Elle doit se sortir de là, coûte que coûte. Elle agit froidement comme une guerrière. Un pas après l'autre. Il lui faut plusieurs heures pour atteindre une zone de replat où elle peut planter sa tente. Elle enlève son sac. Ah! La douleur la fait hurler. Mais ça aurait pu être pire. Merci, merci. Elle monte son camp. Elle se fabrique une écharpe pour son bras. Elle fouille dans sa trousse à pharmacie. Elle a toujours un antidouleur super puissant pour ce genre de situation. Il est possible que la prise de ce médicament déclenche des épisodes psychotiques voire schizophréniques. Ne pas conduire. Elle rigole toute seule. Et elle finit par prendre un simple Dafalgan. Elle s'assoit contre son sac à dos. Elle sort son téléphone satellite. Elle va déclencher les secours. Et sur son téléphone satellite, elle appelle Vigli, une copine qu'elle s'est faite pendant la préparation de son exploration. Allô ? Vigli ? Sarah, comment vas-tu ? Pas trop bien. Je suis passé en bas d'un ravin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Écoute, je te rappelle demain matin pour voir comment je me sens à froid, quoi. Ok ? Ok, ça roule. Courage. Le lendemain matin, à froid, la douleur s'est amplifiée. Elle ne peut presque plus bouger. Écoute, j'ai repéré une montagne. Je t'envoie les coordonnées GPS. A priori, le sommet est dégagé. Je vais essayer de grimper jusque-là, et toi, tu contactes le pilote d'hélicoptère de Strahan. Et tu lui dis de me prendre à 17h demain au sommet de cette montagne. Ok, ça marche. Il ne faut pas traîner, le temps est en train de tourner, à un moment, aucun hélicoptère ne pourra se poser. Avec un seul bras, Sarah met 3 heures à plier son camp. Elle s'assoit, elle enfile son sac, elle se relève en poussant un cri, elle a des sueurs froides et des vertiges. 6 heures plus tard, elle n'a parcouru que 1,5 km. Elle envoie un message à Vigli. Annule le rendez-vous à 17h, reporte-le demain, même heure. À un moment, Sarah s'en mêle les pieds dans un buisson. Instinctivement, elle utilise ses 2 bras pour se rattraper. Elle hurle et elle tombe. Son épaule enfle et la douleur aussi. Alors elle se concentre sur chaque pas. La douleur lui fait mal jusqu'au nerf des dents. Et maintenant, elle est cernée de végétation. En d'autres temps, elle donnerait un petit coup de machette pour s'en sortir. Mais là, elle ne peut pas. Elle s'écroule de douleur. Elle va rester là pour la nuit. Le lendemain, Sarah se bat comme un brave. Elle serre les dents. Elle compte les pas. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. La voilà bloquée par des troncs. Elle hurle. « Je n'abandonnerai jamais !» Elle n'est plus qu'à 1,5 km du point de rendez-vous. Elle n'y sera jamais pour 17h. Elle appelle directement le pilote de l'hélico. T'es où maintenant ? Écoute, je suis dans une clairière, au pied de la montagne. Tu sais qu'il me faut pas grand-chose pour atterrir. Combien ? Combien il te faut ? Écoute, 25 sur 25, pas plus. Ok, je te rappelle dans 15 minutes. Elle marche, elle calcule. La clairière fait 25 mètres de long sur 22 mètres de large. Allô, Blake ? C'est bon. Ça fait 25 sur 25.
Génial! Elle étend une bâche pour que le pilote la repère, et à 16 heures pile, le pilote se pose du premier coup, les pales à 30 cm du buisson de devant et le rotor à 1 mètre des premiers arbres. Merci, merci. Aux urgences de l'hôpital de Burney, on l'envoie direct à la radio. Eh bien, je me demande comment vous avez pu supporter la douleur. La tête de votre humérus est cassée en 2, regardez. Bon, il va falloir vous reposer, hein. 6 semaines d'immobilisation. Oh non! Non, non, non! Ah si! Si. Vous pensez qu'elle va abandonner? Sérieusement? Elle va finir son expédition. 7 jours plus tard, son os s'est calcifié, elle s'achète une petite charrette, et elle repart. Un pas après l'autre. Tout est possible. Rappelez-vous, vous êtes le tigre dans votre jungle. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.